Nous avons deux autres communications d'orthopédie, donc on laisse la parole au docteur Emmanuel Camus. La maladie de Kienbock, paradoxe et vraisemblance. Vous avez la parole. Merci, messieurs les modérateurs. Chers collègues, je remercie l'Académie de m'avoir permis de m'exprimer ici à propos de quelques intérêts que j'ai depuis longtemps sur ce problème. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir. La maladie de Kienbock est connue depuis longtemps en tant que pathologie du semi-lunaire, du lunatome. On sait que Kienbock l'a décrit en tant que nécrose, et d'ailleurs maintenant elle porte son nom. On sait qu'elle est très certainement liée à une ulna courte ou trop courte. Ce sera à gratter. Hulten a décrit l'ostéotomie d'accourcissement du radius. Tout ceci est écrit depuis environ une cinquantaine d'années dans la littérature, voire 70 ans. Et l'ostéotomie d'accourcissement guérit la maladie de Kienbock. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non. Peut-être que dans le fond, si c'est pour vous répéter des choses qu'on sait depuis longtemps, on n'a rien à faire ici, on serait peut-être mieux à une autre réunion. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de reprendre ces différents points en étant un petit peu moins rébarbatif. Kienbock aurait décrit en 1910 la maladie qui porte son nom. Oui et non. Voici l'introduction d'une conférence de consensus américaine très récente. Elle a été publiée en 2016. Que nous disent-ils en introduction? Ils ne parlent pas de Kienbock. Ils nous disent que la nécrose avasculaire aurait été décrite en 1843 par Pest. Pest était un Français. Bon, c'est intéressant. Alors, il faut aller voir la conférence de consensus, et là on se rend tout de suite compte d'un premier écueil. Il faut faire attention aux citations, de citations. Sinon, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, et à la fin, ça ne veut plus rien dire. Parce que voilà, la communication originale de Pest de 1843, c'était une communication sur un pauvre homme qui est tombé d'un toit, qui est mort d'un trauma crânien. Et Pest nous décrit les lésions du crâne, et tout à la fin, il nous dit, texto, enfin, un des os de la première rangée, le semi-lunaire, était le siège d'une double fracture. Et voilà que c'est devenu, Pest a décrit la nécrose avasculaire dans une conférence américaine de 2016. Voilà, premier écueil, premier paradoxe, je pense qu'il faut retourner aux sources. Alors, les sources de la pathologie du lunatome, c'était d'abord les anatomistes. C'était évidemment avant l'invention de la radiologie. On n'avait pas tellement d'autres choses que les nécropsies. Alors on a eu Pfitzner qui est allé étudier ça. Il nous a décrit en avant des fragmentations, des partitions du lunatome, en avant, en arrière avec l'épilunatome. Il a discuté un petit peu l'origine de ces partitions. Et puis Wolf a repris un petit peu les travaux de Pfitzner pour nous proposer en fait une théorie qui était celle du crush mécanisme, c'est-à-dire le casse-noisette, où le lunatome serait comprimé entre le radius et le grand os, le capitatum. Notre collègue en a parlé tout à l'heure. Grâce à l'invention de la radiographie, on a enfin pu détecter des fractures in vivo avant la nécropsie. Et Röntgen, qui a découvert un peu par hasard les rayons X, a très rapidement publié effectivement la radio de la main de son épouse, et puis ça a été très vite suivi, notamment par Desto en France. Alors Desto, pour la petite histoire, c'était un chirurgien qui s'intéressait notamment à l'utilisation de l'électricité en médecine, et puis il était également passionné de photographie. On dit qu'il avait son propre atelier de photo à Lyon, et il a par exemple mis au point ce biophtalmoscope. Alors on imagine bien que la radiologie, qui est au croisement de la science électrique et de la photographie, intéressé particulièrement Desto. 10 ans après, il sortait ce livre fabuleux sur la radiographie du poignet dans les accidents du travail, et il nous a sorti à peu près toutes les pathologies qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on étudie sous forme de radiographie. Et voici des images de l'auteur. Je vous laisse regarder ses propres croquis, où on observe un lunatome fragmenté avec une fracture sagittale en haut, avec un écrasement en bas, qui sont exactement ce que l'on peut voir dans différentes formes de fractures dans la maladie de Kienbock. Donc probablement Desto a été le premier à décrire ces lésions radiographiques du lunatome. Alors bien sûr, M. Kienbock a également eu sa part de publications, et quelle était sa définition de la maladie qui ne portait pas encore son nom? Eh bien, c'est que c'était une malacie, donc un ramollissement osseux, on dirait aujourd'hui un déficit de calcification, une malacie du lunatome. Et pourquoi y avait-il une malacie d'après Kienbock? Eh bien, parce qu'il y avait déchirure des artères capsulaires, et donc ça menait à une ischémie osseuse et à une perturbation qui menait à un ramollissement de l'os.
il ne parle pas de nécrose, il parle d'ostéomalacie. Donc, Kienboeck n'a pas décrit la nécrose. Kienboeck était un radiologue, il a cherché à comprendre pourquoi les fractures. Et il a émis des hypothèses. Quelques années après, Speed, dans un livre sur les fractures, a été le premier à nommer maladie de Kienboeck, ce qu'il défend lui aussi comme un processus d'atrophie par perte de la vascularisation. Là encore, il nous donne même un cas d'examen microscopique dans son chapitre, et il nous dit que c'est obtenu, cet aspect de l'os, par lésion des artères nourricières. Donc on n'est pas encore dans une nécrose, toujours la malacie. Finalement, il a fallu attendre 24, c'est-à-dire 14 ans après Kienboeck, pour qu'un article mette les pieds dans le plat. En titre, c'est écrit en grand, ce n'est pas une malacie, c'est une nécrose, et Axhausen nous donne des images de nécrose cellulaire à l'intérieur de l'os. Voici un bel extrait de la bibliographie de l'époque qui montre toutes les théories et tous les auteurs qui ont suivi ces différentes théories pour essayer d'expliquer ce qu'avait fait Kienboeck, expliquer pourquoi le lunatome est fragmenté. Alors on a beaucoup d'auteurs qui étaient pour le traumatisme primaire, la fracture sur traumatisme unique, pas mal d'auteurs qui étaient pour les traumatismes chroniques, Kienboeck et Speed notamment, qui nous parlent de malacie par lésion des artères nourricières, mais ils ne parlent pas de nécrose, hein, ça ne vient pas sur la scène. La nécrose non traumatique est venue beaucoup plus tard, et finalement je l'ai mis en orange, c'est Phémister qui a vraiment, lui, enfoncé le clou de la nécrose qu'on a retenu encore aujourd'hui. Et puis, j'en parlais en introduction, on parle beaucoup de la brièveté de l'ulna, du cubitus. Eh bien, au départ, il n'y a pas eu vraiment d'auteur pour défendre cette théorie. J'ai mis Hulten avec un point d'interrogation parce que vous allez voir que malgré tout ce qu'on dit, c'est pas lui qui en parle. Et puis ensuite, il y a ce qu'on pourrait, alors j'ai essayé de les regrouper, mais classer dans les origines diverses, même si on a beaucoup d'ostéomyélite, de constitutionnel. Et tout en bas, vous verrez Bloch, qui est le seul, dans cette première période, à nous avoir parlé d'œdème intraosseux. On va y revenir. Alors, voici le papier de Phémister qui enfonce la nécrose comme cause de la maladie de Kienboeck. Il nous dit, en introduction, que c'est tellement bien accepté maintenant qu'il ne va pas la discuter plus longtemps. Cette nécrose osseuse, voilà. Et puis, depuis, on l'a toujours acceptée. Alors, cette histoire d'une trop courte qu'on attribue à Hulten. Par exemple, Razemont, un de mes maîtres lillois que je respecte énormément, et si je cite des auteurs, c'est absolument pas pour leurs petites erreurs, ils ont le grand mérite d'avoir ouvert la voie à des époques où on n'avait pas les moyens de littérature, et notamment Internet, comme on l'a aujourd'hui. Donc, Razemont nous dit clairement que Hulten et Müller ont montré que la nécrose était liée à la brièveté du cubitus. Mauberg, dans le traité de Tubiana, un traité fameux, nous dit la même chose, diminution de la longueur du cubitus. Finalement, on a eu très peu d'auteurs au départ par rapport à cette hypothèse. Alors voici les images originales de Hulten de sa publication de 28. Il a effectivement décrit, ça c'est lui, l'index radio-ulnaire distal, qui est négatif quand l'ulna est plus courte, qui est neutre ou qui est positive quand l'ulna est plus longue que le radius. Et voici sa publication. Il nous a, après cette description de l'index, il nous a donné la répartition dans la population générale de ces index, où il nous dit que, grosso modo, la population est centrée sur 0, index neutre, et qu'on a à peu près des index négatifs, des index positifs, pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais qui sont quand même bien secondaires. Ça sur 400 poignets sains. Et puis ensuite, en troisième partie, il nous montre une série personnelle qu'il a de cas de Kienboeck, et il nous dit, voilà, il n'y a aucun cas atteint de maladie de Kienboeck qui est une variance positive. Ça veut dire que c'est certainement un facteur favorisant. On va y revenir. Une autre étude, malheureusement, qui n'a pas été très connue, c'est la première méta-analyse, à mon sens, de Hans Joek en 1937, où il a comparé et colligé beaucoup de papiers et il a retenu 3 études, dont voici les croquis. Alors malheureusement, ces croquis sont en pourcentage et ne tiennent pas compte d'effectifs très différents dans les études. Je vous les ai remis après. Mais si on prend les chiffres de Hulten, eh bien, on se rend compte quand même, si la négativité est source de maladie de Kienboeck, pourquoi a-t-on 2 fois plus de maladies de Kienboeck chez des gens faiblement négatifs que chez des gens fort négatifs? Et quand on voit sa courbe en rouge, ça ressemble pas à une courbe gaussienne de distribution. Alors, si c'était proportionnel, la maladie de Kienboeck avec un index négatif, on pourrait s'attendre à une courbe jaune comme celle-ci ou comme celle-là. Eh bien, pas du tout. Et si on pose la courbe de ces cas
patient malade de Kienbock sur sa courbe de patients sains, on peut se dire que ça ressemble presque à un bruit de fond numérique, un bruit de fond statistique. Alors en fait, voici, je vous ai mis sous forme de colonne, la distribution des index pour les patients sains. Eh bien voici, et là je vous les ai recalculés non plus en pourcentage mais en chiffres, voici les conclusions de Hans Joek, et finalement Hulten est le seul à avoir un maximum de variance négative. Tous les autres auteurs ont largement plus de variance neutre, et finalement quand on fait la somme des trois, donc on a repris les chiffres de Hulten, on ne les passe pas sous silence, on a bien une répartition neutre, et qui ressemble très fort d'ailleurs à la distribution des index de la population saine. Donc déjà en 1937, on aurait pu dire, bah non, finalement, cette ulna courte n'est probablement pas la responsable. Malheureusement, Joek n'est pas connu, il n'a été cité que 15 fois, alors que Hulten, surtout dans son papier de 1928, a été cité plus de 300 fois, et c'est, je pense, la raison pour laquelle on a retenu uniquement l'hypothèse de Hulten, mais qui était la série la plus petite des trois, et qui ne suit pas les conclusions de Joek. Alors, on nous dit aussi qu'il aurait décrit l'ostéotomie de raccourcissement, et là encore, c'est écrit par des éminents prédécesseur, qui nous dit que Hulten a réalisé dans certains cas, eh bien voici son papier de 1928, donc il nous parle de deux pathologies du lunatome, la première la maladie de Kienbock, et la deuxième pathologie, il nous alerte sur le conflit ulno-lunaire quand l'ulna est longue. Ce qui est vrai, on peut avoir un conflit entre l'ulna et le carpe dans les index positifs. On imagine mal quelqu'un qui nous met en garde proposer de raccourcir le radius au point de risquer un conflit ulno-lunaire. Là, il nous l'écrit tout à fait ce conflit. Cet article ne fait pas référence au raccourcissement du radius. Un deuxième et dernier article de Hulten, paru quelques années après, où là, il nous parle du traitement. On se dit, enfin, on va voir le raccourcissement du radius. Alors, il reprend le principe de fracture primaire du lunatome, mais il nous dit quand même, voilà, quand l'ulna est plus courte, ça peut être prédisposé à la malacie, et donc à la fracture. Bon, il ne parle pas de nécrose, il reparle de malacie. En fait, dans cet article, on a la chance d'avoir les résumés en français, à l'époque ça se faisait, et il nous dit à propos des traitements, ben voilà, dans les cas aigus, il faut immobiliser, dans les cas anciens, il faut extirper l'osmie lunaire. Il n'y a pas de référence au raccourcissement du radius, ce qu'on écrit tous les jours, ce qu'on dit tous les jours, il n'y en a pas. Sauf si on va voir dans les annexes tout à la fin de l'article, où il y a un cas, et un seul, une jeune fille de 18 ans qui a été opérée par le prédécesseur de Hulten, qui, voyant ce cas à gauche, un cas traumatique, à gauche, quelques jours après le traumatisme, et à droite, 3 mois après le traumatisme, il y a manifestement une modification du lunaltome, et Nystrom se dit, tiens donc, si je faisais un raccourcissement, il a retiré 3 mm. Et puis, comme il n'y avait pas d'ostéosynthèse, il a plâtré, le résultat était mauvais, c'était un cal vicieux, la fille a perdu beaucoup de mobilité, par contre, il semble qu'elle ait guéri son lunatome. Mais elle avait 18 ans et elle a été immobilisée pendant longtemps. Donc on rejoint l'idée de Hulten de dire qu'il faut les immobiliser longtemps. La conclusion de Hulten, quelle est la part, la proportion de l'immobilisation ou de l'ostéotomie qui ont guéri la nécrose? On n'en sait rien, mais c'est probablement l'immobilisation. Donc Hulten n'a jamais encouragé le raccourcissement du radius, et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on adopterait notre comportement avec une conclusion pareille sur un cas dont l'auteur lui-même dit c'est pas ça qui l'a guéri? Voilà. Alors, bouquin de 2016, international, très intéressant, d'où vient la nécrose? Eh bien, l'auteur lui-même, Lichtman, en personne, il dit, ben voilà, on ne sait toujours pas quelles sont les causes entre la mécanique et la biologie, et donc finalement, on va laisser l'auteur décider lui-même de la cause qu'il pense la plus... Et ça, c'est 2016. Et donc, on se retrouve à avoir une bataille entre la biologie et la mécanique. La biologie qui nous dit, dans les travaux récents, que ça pourrait être une cascade de coagulation, alors génétique, inflammatoire, immunologique, tout ce qu'on veut, biologique en tout cas, avec des thrombis veineux qui entraînent un syndrome d'éloge et une hyperpression délétère pour les cellules. Et puis en face, on a cette fameuse hypothèse mécanique qui est encore énoncée partout de l'ulna courte, avec une hyperpression mécanique, des fractures, etc. Et moi, ça me rappelle cette opposition, ce qu'on disait de la lumière. Est-ce que c'est corpusculaire ou ondulatoire? Mais pourquoi pas les deux? Et là, dans ce cas-là, ça met tout le monde d'accord. C'est mon hypothèse, et là, c'est la vraisemblance, après les paradoxes. Les facteurs biologiques entraîneraient la nécrose, mais les facteurs anatomiques, sans être des facteurs qui causent la nécrose, pourraient par contre être des facteurs qui provoquent une fracture, mais pas n'importe comment, une fracture sur un os nécrosé. Et là, les deux théories se marient parfaitement. Et à cette lumière-là, il semble que les choses sont beaucoup plus logiques. Alors, sur quels aspects mécaniques
pouvons-nous jouer, nous, les chirurgiens? Eh bien, évidemment, sur les aspects anatomiques. Alors, il y a les travaux d'Antuna Zapico sur les travées spongieuses, mais qui ne donnent pas beaucoup d'applications, même si on peut les suivre par scanner. Par contre, Rasmont nous donne des choses assez intéressantes sur le taux de couverture du lunatome, dont il a montré qu'il pouvait varier. Et effectivement, ça peut faire varier les forces appliquées. Et puis, il y a un troisième aspect que je voudrais vous montrer, c'est celui de la transition, de ce que j'appelle la transition du module de Young, entre un radius qui a un coefficient de Young de 15 mégapascal et un TFCC de 10 kilopascal. Il y a une différence de 1 sur 1500. Et je crois que ça, c'est un problème. Quand on se souvient que les forces sont essentiellement ascendantes, qu'on ait une contraction active ou un appui passif, eh bien, le lunatome qui va s'appuyer sur ce support composite va soit se tasser du côté le plus rigide, soit éventuellement être fracturé si le lunatome a été durci par la nécrose. Autre hypothèse pour expliquer les fractures coronales, avec un lunatome qui est en partie découvert en extension du poignet, le point d'application toujours dans l'axe, et ça peut très bien donner une fracture frontale par cisaillement le long de la marge antérieure du radius. Alors, pourquoi une ostéotomie? Pour modifier ces facteurs anatomiques et donc décomprimer quelque part le lunatome. Alors l'idée, c'est d'avoir en tête la répartition des pressions au sein du poignet. On voit que 35% environ passent par le lunatome et que si on veut diminuer cette pression dans le lunatome, on ne peut pas la diminuer en valeur absolue, il faudrait demander aux gens de ne plus rien tenir le restant de leur vie, ou en tout cas pendant des mois. Si on veut leur permettre d'avoir une activité avec la main, il ne faut pas les diminuer en valeur absolue, il ne faut pas diminuer la force de serrage, il faut répartir ces pressions au sein du carpe. Le problème, c'est qu'on a à notre disposition deux autres colonnes, la colonne scapho-radiale ou la colonne triquetrum ulna. Mais l'ulna, on sait bien qu'avec le TFCC, il n'est pas trop prévu pour supporter de grosses charges. Donc il reste la colonne vers le scaphoïde. Malheureusement, toutes les ostéotomies du radius, peu ou prou, déchargent aussi le scaphoïde. Comment on peut rediriger une contrainte vers un os si on le décharge? C'est antinomique. Et donc l'idée serait d'avoir un autre tracé d'ostéotomie pour conserver ce que j'ai mis en pointillé rouge, cette continuité scaphoïde-radius. Eh bien, l'idée, c'est de déplacer la charnière de l'ostéotomie du radius pour ne décomprimer que la fossette lunarienne. C'est ce que j'ai appelé l'ostéotomie camembert, parce qu'au lieu de couper d'un bord à l'autre, on coupe d'un bord au centre. Alors après avoir retiré une petite tranche, on décomprime le lunatome. On peut y associer une décompression plus complète si on a une ulna qui appuie un peu dessus avec l'intervention que Senwald a proposée en 95. Voici la réalisation opératoire par une voie dorsale qui n'est pas excessivement difficile. Il faut s'aider, on est extra-articulaire d'une visée, et puis on fait l'ostéosynthèse par une agrafe. Et j'en termine avec 2 ou 3 références. On a vérifié avec des éléments finis qu'on avait une bonne décompression du lunatome, et effectivement, par rapport aux 30% ici sur notre modèle de pression en pourcentage au niveau du lunatome, eh bien on se retrouve, si on associe Camembert et Senwald, avec une décharge complète. On a également publié une série de revues sur les premiers cas qui ont au minimum 5 ans de recul, et on a eu le plaisir de voir ici un cas avec sur l'IRM un lunatome très malade, une inversion de signal, et 10 ans après, 120 mois, on a un lunatome qui s'est auto-reconstruit, on peut le voir plus gros, j'ai rien fait sur le lunatome, juste un camembert, la même patiente avec une IRM qui est complètement normalisée, et pour montrer également que cette intervention ne trouble pas la pronosupination. Voilà, donc j'ai pratiquement fini. Au final, il semble que l'association Camembert et Senwald soit l'ostéotomie qui donne le plus d'avantages sur les différents critères à surveiller, et ça m'a permis de proposer un tableau décisionnel à partir de la synthèse publiée récemment par Lichtman, qui est sortie dans la RCO. Voilà. Donc au final, l'idée n'est pas de guérir la nécrose, on ne va pas la guérir nous les chirurgiens, ça c'est un problème, c'est probablement la nature qui va la guérir seule, à condition qu'on empêche l'os d'exploser pendant ce temps-là. Et voici la conclusion, c'est que le camembert fonctionne bien, dans l'idée de décomprimer l'os de façon quasi permanente, puisque les modifications anatomiques qu'on fait, on va les garder toute sa vie. Eh bien à ce moment-là, si on arrête d'écraser l'os pendant qu'il essaie de se remettre de sa nécrose, on a peut-être une chance de ne pas le voir se fragmenter, et on a vu en tout cas beaucoup d'améliorations, voire de guérison IRM et radiographique. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Le débat n'est peut-être pas fini d'ailleurs, mais enfin vos arguments sont assez convaincants. Merci. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des formes bilatérales? Oui.
mais on n'a pas trouvé ni des formes familiales, ni des pathologies. J'ai une forme bilatérale chez un gros fumeur, j'ai une autre forme bilatérale chez un patient qui a des antécédents d'hémochromatose. Mais alors, voilà, je l'ai noté, mais il n'y a pas plus de Kienbock, à mon avis, chez les hémochromatoses, même s'il peut y avoir des pathologies osseuses. Je n'ai pas retrouvé ça. Michel Merle, s'il peut prendre la parole. Bonjour, monsieur Merle. Bonjour, j'apprécie toujours l'historique du Kienbock et c'est bien que vous rétablissiez quelques vérités, ça fait toujours plaisir. J'ai une longue pratique de la chirurgie du poignet de la maladie de Kienbock, car j'ai suivi pendant longtemps Razemont et Jacques Michon. Je voudrais savoir si votre pyramide décisionnelle est quelque chose qui peut s'appliquer à tous nos patients, et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai beaucoup opéré des patients qui étaient dans la sidérurgie et dans les mines dans l'est de la France. Et nous avons tenté toutes les interventions que vous avez décrites tout à l'heure, et on a fait une série comparative où on opérait les patients et ceux à qui on réalisait une orthèse de travail en cuir. Et alors, on remettait beaucoup plus de malades qu'on n'avait pas opérés, à qui on mettait une orthèse en cuir, car c'est une maladie qui est diabolique sur le plan de l'incidence socio-économique. C'est-à-dire qu'on a beau faire des ostéotomies, très souvent le gros problème du Kienbock, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver à la fois les amplitudes et la force et le confort. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, sur cette pyramide décisionnelle de Leishman que je connais bien et qui n'est pas toujours claire et facile à réaliser en fonction de l'activité professionnelle de nos patients. Effectivement, vous avez raison, il y a un gros impact socio-professionnel. D'abord, pour la plupart, on va dire, le cœur de la série sont des patients masculins de 20 à 40 ans, donc en pleine force de l'âge et professionnellement très impliqués. C'est vrai que chez ces patients forts manuels se pose toujours la question de les remettre si possible à leur poste et si possible pas trop longtemps. Pour moi, l'idée, à partir du moment où j'ai compris qu'on n'opérait pas pour guérir la nécrose, mais qu'on les opérait dans l'idée de protéger le lunatome, je pense que, à condition de pouvoir rediriger les contraintes, parce que si elles ne sont pas redirigées, en fait, on ne protège rien. On croit le protéger, mais on ne protège rien. Par contre, il y a d'autres effets de l'intervention, comme l'immobilisation temporaire, qui peuvent effectivement avoir une part de succès, puisque de toute façon, le lunatome a besoin de temps pour guérir. Alors, je me souviens de l'article que avait fait l'équipe lilloise de 1957 chez les mineurs, où ils n'ont pas retrouvé d'incidence plus importante de maladie de Kienbock chez ceux qui utilisaient le marteau-piqueur par rapport à la population générale. Ça, c'est pour le côté étiologie. Pour le côté remise au travail, et effectivement, il faut discuter... je n'opère pas toutes les maladies de Kienbock, même si on est tenté de le faire quand elles évoluent mal. Il est évident qu'il y a toujours une tentative de traitement médical, mais il ne donne pas souvent de très bons résultats. Après, c'est une balance bénéfice-risque à discuter. Prend-on le temps de la chirurgie avec l'espoir de les remettre plus durablement au travail, parce que le problème aussi, c'est que si on remet au travail un poignet qui va se désagréger, combien de temps vont-ils rester au travail? 10 ans, 15 ans, 20 ans? S'ils ont 20 ans, c'est encore un peu juste. Merci. Merci, Jean-Pierre Rosenbaum. Le travail informatique est-il un facteur favorisant de cette maladie? C'est peut-être trop récent, en tout cas, non, je ne le crois pas. Disons c'est peut-être trop récent d'avoir beaucoup d'informatique partout dans notre monde, mais j'ai pas vu de... Non. Bien, pas d'autres questions. Oui, Pascal Richman. Oui, bonjour. Bravo pour votre communication qui m'a beaucoup intéressé. J'ai une question, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de l'imagerie, en particulier l'apport de l'imagerie 3D dans l'analyse des différentes situations que vous pouvez rencontrer, éventuellement dans les stratégies thérapeutiques chirurgicales? Ah oui, actuellement, l'imagerie a toute sa place. Bon, il y a Leishman qui a décrit les stades osseux depuis des années.
Il y a Schmidt en Allemagne qui nous a proposé une classification avec des IRM injectés, et actuellement c'est intégré dans l'algorithme accepté par l'IFSSH, qui est la Fédération des sociétés donc internationale des sociétés de chirurgie de la main. Donc c'est un petit peu l'algorithme retenu sur le plan international. Il y a également l'imagerie arthroscopique qui permet de faire le bilan cartilagineux et ligamentaire. C'est la base de cet arbre décisionnel. Bien sûr, l'imagerie, elle pourrait peut-être encore progresser. J'ai montré assez rapidement, parce qu'on était pris par le temps, des images de travées osseuses faites par des scanners que j'appelle moi semi-transparents, qui permettront peut-être de détecter à l'avance le bris de quelques travées et donc d'anticiper peut-être un peu le tassement du lunatome pour peut-être proposer plus vite une ostéotomie de décharge. C'était le sens de ma question. Encore une question, ce sera la dernière. Une dernière question. Avez-vous eu des patients qui avaient des maladies telles que la drépanocytose? Non. Bien, eh bien, merci beaucoup pour votre très belle communication. Merci à vous.